Rodrigo Castellanos avait l'habitude d'arriver tôt partout. Aux réunions de travail, aux anniversaires de ses neveux, aux matchs de football du quartier où il avait grandi à Mendoza. Ce matin d'octobre ne fit pas exception. Il se réveilla à 6 heures, prépara un café noir sans sucre, et pendant que Valentina dormait encore dans la chambre, il consultait déjà le programme de l'événement sur son téléphone. La foire régionale de l'entrepreneuriat était le genre d'événement que Valentina Ríos ne manquait jamais. Elle avait passé les 3 dernières années à monter sa petite entreprise de restauration depuis la table de sa salle à manger, avec un cahier de comptes à portée de main et plus de détermination que de capital. La foire n'était pas une fête. C'était une véritable opportunité. Elle avait un stand, des échantillons, tout était prêt depuis des semaines. Ce qu'elle n'avait pas ce matin-là, c'était un petit déjeuner décent. Rodrigo le lui avait dit la veille au soir. Avec le stress de l'événement, Valentina n'avait mangé qu'une demi-tranche de pain grillé et avait mal dormi. Il la connaissait suffisamment pour savoir que c'était le genre de négligence qui lui coûtait cher par la suite. Elle avait tendance à l'hypoglycémie. Ce n'était pas une maladie grave si elle était bien gérée, mais elle exigeait de l'attention, de la régularité, de la nourriture. Elle avait promis de manger quelque chose au petit déjeuner de l'événement. Il l'avait cru parce qu'il la croyait toujours. Le parc des expositions du Parc Central était bondé dès le matin. Plus de 200 exposants, de la musique live, des fonctionnaires municipaux arpentant les allées avec leurs badges autour du cou. Rodrigo a aidé Valentina à monter le stand, à disposer les plateaux de dégustation, à ajuster l'affiche qu'elle avait fait imprimer la semaine précédente. Tout allait bien. Elle était enthousiaste, bavarde, avec cette énergie particulière qu'il reconnaissait comme étant la meilleure version d'elle-même. Ils se sont séparés vers midi. Rodrigo est allé chercher de l'eau et quelque chose à manger. Valentina est restée pour s'occuper d'un groupe de clients potentiels qui s'était arrêté devant son stand. Il a mis 15 minutes. Quand il est revenu, elle n'était plus debout. Il y avait un petit cercle de personnes autour de son stand. Quelqu'un avait allongé Valentina sur le sol, sur son tablier plié. Elle avait les yeux entr'ouverts, la peau pâle, et une expression que Rodrigo ne sut décrire plus tard, lorsqu'il tenta de raconter la scène à sa mère au téléphone. Ce n'était pas exactement de la douleur, c'était de l'absence. Il s'agenouilla à côté d'elle. Il lui prit la main. Elle était froide. Un homme portant un gilet orange de l'organisation était déjà en train de parler à la radio. Il a dit à Rodrigo qu'ils avaient appelé le service médical du site, qu'une ambulance était disponible, que c'était la procédure standard dans ce genre de situation. Rodrigo a acquiescé. Valentina marmonnait des choses incohérentes. Elle a essayé de se redresser, mais n'y est pas parvenue. L'ambulance est arrivée en moins de 5 minutes. 2 hommes en uniforme sont descendus avec une civière et une trousse. Ils se déplaçaient avec efficacité, avec ce calme professionnel qui inspire confiance. L'un d'eux prit la tension de Valentina. L'autre s'adressa directement à Rodrigo. L'hôpital le plus proche était à 12 minutes. C'était un transfert de routine. Il pouvait l'emmener aussi, s'il le souhaitait, mais il serait plus pratique qu'il prenne son propre véhicule afin de ne pas retarder les procédures d'admission. Rodrigo regarda Valentina être installée sur la civière. Il entendit son nom sortir de sa bouche, murmuré comme une question. Il lui serra la main avant que les portes ne se referment. Il lui dit qu'il arrivait derrière, qu'il serait là dans 10 minutes, qu'elle était entre de bonnes mains. Les hommes en uniforme acquiescèrent avec le sérieux tranquille de ceux qui font ce travail tous les jours. Les portes de l'ambulance se refermèrent. Rodrigo retourna au stand, prit les clés de la voiture, demanda à une exposante voisine de surveiller ses affaires et se dirigea vers le parking. Tout en cherchant la voiture parmi les rangées, il sortit son téléphone et chercha l'adresse de l'hôpital. 12 minutes. Il arriverait presque en même temps qu'elle. Il n'avait aucune raison de penser autrement. Son corps perçut les premiers signes avant son esprit. Valentina ne perdit pas complètement connaissance dans l'ambulance. Ce qu'elle vécut fut plus confus et plus cruel que l'évanouissement complet qu'elle avait eu sur le site.
Une oscillation constante, entre lucidité et brouillard, comme si quelqu'un augmentait et diminuait le volume de la réalité à intervalles irréguliers. Elle entendait des sons, le moteur, une voix à la radio avec des parasites, le cliquetis de la civière contre le sol métallique. Mais elle ne pouvait pas se repérer. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Elle ne savait pas s'ils étaient près ou loin. Elle a essayé d'ouvrir les yeux et y est parvenue à moitié. Le plafond du véhicule était blanc, avec une lumière fluorescente qui clignotait légèrement. Elle sentait la ceinture de la civière sur son torse, serrée, mais pas inconfortable. Elle avait soif. Sa langue était lourde. Elle essaya de dire quelque chose, mais seul un son informe sortit. Puis, elle sentit une main. Ce n'était pas la main de quelqu'un qui vérifiait ses signes vitaux. Ce n'était pas le toucher clinique et neutre d'un professionnel évaluant un pouls. C'était une main qui bougeait lentement, avec une intention que Valentina reconnut avant de pouvoir la nommer. Le cerveau humain a cette terrible capacité. Comprendre le danger avant que le corps ne puisse réagir. Elle voulut bouger. Ses jambes ne répondirent pas comme elles le devaient. Le vertige était toujours là, l'écrasant de l'intérieur. Le véhicule ne s'arrêta pas. Ce qui se passa dans cette ambulance pendant les minutes qui suivirent n'était ni un acte impulsif, ni le résultat d'une décision prise sur le moment. Il y avait entre les deux hommes une coordination qui n'existe que lorsque quelque chose a été pensé à l'avance. Le conducteur continua à rouler, mais pas en direction de l'hôpital. Les rues dans lesquelles il circulait étaient plus étroites, moins fréquentées. Le bruit de la ville devint plus rare, plus lointain. Le technicien d'urgence, l'homme qui avait parlé à Rodrigo sur le terrain avec un calme professionnel qui inspirait confiance, était maintenant celui qui se tenait près du brancard. Valentina a essayé de crier. Quelque chose est sorti. Pas assez. Elle avait les yeux ouverts, mais le monde bougeait d'une manière qui ne correspondait pas à la réalité. Chaque fois qu'elle essayait de faire la mise au point, quelque chose la ramenait à l'intérieur. Plus tard, aux urgences, lorsque le médecin de garde lui demanda si elle avait perdu connaissance à un moment donné pendant le transfert, elle ne sut pas répondre avec certitude. Ce qu'elle sut dire, sans aucun doute, avec une clarté qu'elle n'avait dans aucun autre souvenir de cet après-midi, c'était ce qu'on lui avait fait. Cela ne s'effaçait pas. Cela ne se confondait pas avec le brouillard. À un moment donné, le véhicule s'arrêta. Pas devant un hôpital. Pas dans une rue principale. C'était un quartier au trottoir défoncé, bordé de hangars aux portes fermées, le genre d'endroit qui existe à la périphérie de toutes les villes et qui, le jour, semble simplement négligé et, la nuit, se transforme en autre chose. Le moteur a continué à tourner. Le conducteur est descendu et a ouvert les portes arrière depuis l'extérieur. Ce qui s'est passé ensuite a duré suffisamment longtemps pour que Valentina comprenne, à un niveau profond et permanent, que rien ne serait plus jamais exactement pareil. Lorsque le véhicule s'est remis en marche, elle pleurait en silence. Ce n'était pas des pleurs de panique, mais quelque chose de plus intime et de plus dévastateur. Le genre de pleurs qui ne cherchent pas à être entendus parce qu'ils n'attendent plus que personne ne vienne. Elle avait froid. Son corps lui faisait mal d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'évanouissement d'il y a 1 heure. L'ambulance est arrivée à l'hôpital 19 minutes après le temps qu'elle aurait dû mettre. Les portes se sont ouvertes. La civière a été sortie avec la même efficacité qu'elle avait été chargée. Les 2 hommes ont remis Valentina au personnel d'admission avec le calme de quelqu'un qui remplit un formulaire. Hypoglycémie, dit le technicien. Perte de conscience lors d'un événement public. Transfert sans complications. Valentina les regarda. Elle avait les lèvres gercées et les yeux rougis. Une infirmière qui s'approcha pour prendre sa tension remarqua immédiatement quelque chose qui ne correspondait pas au tableau clinique qui lui avait été décrit. Elle se pencha vers elle et lui demanda à voix basse si elle allait bien. Valentina ouvrit la bouche et elle le dit. Elle le dit d'une voix qui lui était presque méconnaissable, mais elle le dit clairement et sans hésitation.
car elle avait passé les 20 dernières minutes à garder ses mots pour le moment précis où quelqu'un serait prêt à les entendre. L'infirmière appela le médecin de garde. Le médecin appela la chef de service. En moins de 3 minutes, Valentina se retrouva dans une salle privée, à l'écart du flux normal de patients, avec 2 femmes du personnel soignant à ses côtés et la porte fermée. Dehors, dans la salle d'attente, les 2 hommes en uniforme remplissaient encore le formulaire de transfert au comptoir des admissions. Personne ne leur avait encore rien dit. Ils étaient toujours là, avec leurs formulaires et leurs stylos, aussi calmes qu'avant. Rodrigo est arrivé à l'hôpital 8 minutes plus tard. Il avait mis plus de temps que prévu, car le parking était complet et il avait dû garer sa voiture à 2 pâtés de maison. Il est entré par la porte principale, les clés encore à la main, s'est approché du comptoir et a donné le nom de sa femme. La réceptionniste lui a demandé d'attendre. Ce n'était pas ce qu'on disait à quelqu'un qui venait chercher une patiente souffrant d'hypoglycémie. Rodrigo l'a senti avant que quiconque ne lui explique quoi que ce soit. Ce genre de signal qui n'a pas de nom, mais que le corps reconnaît sans avoir besoin de mots. Il a regardé dans les couloirs, cherchant Valentina parmi les brancards et les rideaux. Il ne l'a pas trouvée. Une femme en uniforme bleu clair s'approcha. Elle lui demanda s'il était le proche de la patiente qui venait d'être admise quelques minutes auparavant en ambulance. Rodrigo répondit que oui. Elle lui demanda de l'accompagner dans une salle séparée. En chemin, il vit, sans encore comprendre ce que cela signifiait, que les 2 hommes du comptoir des admissions étaient conduits par un agent de sécurité vers une zone qui n'était pas la sortie. La porte de la salle se referma derrière lui. Puis, le médecin se mit à parler. Chapitre 3. Le poids de l'irréversible. Le médecin s'appelait Andrea Solis. Elle avait un peu plus de 40 ans, les cheveux attachés avec une barrette en plastique bleu et le regard de quelqu'un qui a passé de nombreuses années à annoncer des nouvelles difficiles dans de petites pièces. Elle ne s'assit pas. Rodrigo non plus. Aucun des 2 ne semblait envisager cette possibilité. Elle lui dit que Valentina était stable, que son taux de glycémie était déjà pris en charge et qu'elle était physiquement hors de danger immédiat. Elle fit une brève pause après cela. Le genre de pause qui n'est pas un silence, mais une séparation, une ligne invisible entre ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre. Puis, elle lui dit le reste. Rodrigo écouta chaque mot. Il les écouta avec cette concentration étrange qui apparaît lorsque le cerveau tente de traiter quelque chose pour lequel il n'a pas de catégorie préexistante. Le médecin parlait et il acquiesçait, mais acquiescer ne signifiait pas comprendre. Cela signifiait seulement que ses muscles continuaient à fonctionner de manière autonome, tandis que le reste de son corps s'était complètement arrêté. Lorsque le docteur Solis eut fini de parler, il y eut un silence. Rodrigo demanda s'il pouvait la voir. On lui répondit que oui, mais que Valentina avait demandé quelques minutes, que le personnel féminin de garde était avec elle, qu'il était important de ne pas précipiter ce processus. Il acquiesça à nouveau. Il s'assit sur une chaise en plastique près de la porte, posa les mains sur ses genoux et regarda le sol en céramique blanche avec une tache brune près de la plainte que quelqu'un avait essayé de nettoyer sans succès. Il pensa aux portes de l'ambulance qui se refermaient. Il pensa à sa propre voix qui lui disait qu'elle était entre de bonnes mains. C'est ce qui lui fut le plus difficile à supporter par la suite. Pas la colère, qui vint après et fut immense. Pas la peur rétrospective, qui vint aussi et s'installa de manière permanente dans certains gestes quotidiens qui n'avaient auparavant aucune charge émotionnelle. Le plus difficile, c'était ça. Avoir été celui qui l'avait livré. Avoir fait confiance à ces hommes avec le même naturel que l'on accorde à un feu vert ou au frein d'un ascenseur. Des structures qui existent pour protéger et que l'on ne remet jamais en question, car les remettre en question serait impossible à supporter au quotidien. Valentina l'appela de l'intérieur 20 minutes plus tard. Il entra dans la salle et la trouva assise sur le lit d'hôpital. Vêtue d'une blouse bleu ciel, les pieds pendants sans toucher le sol, les mains jointes sur les genoux. Ses yeux étaient secs mais rougis sur les bords.
Quand elle le vit entrer, elle le regarda d'une manière qu'il ne sut pas interpréter sur le moment et qu'il mit des semaines à comprendre. Ce n'était pas du reproche, ce n'était pas de la distance, c'était simplement le poids de quelque chose qu'elle savait déjà et qu'il commençait à peine à porter. Il s'approcha. Elle tendit la main et il la prit sans rien dire, car il n'y avait rien à dire qui ne soit insuffisant. Une femme de la garde entra quelques minutes plus tard et leur expliqua la procédure. Valentina devait subir un examen médico-légal. C'était nécessaire pour tout documenter. Le docteur Solis avait déjà entamé le protocole. Ils allaient appeler la police. Si Valentina voulait porter plainte, et la femme fut prudente dans son choix de mots, si elle le voulait, du personnel était disponible pour l'accompagner tout au long de la procédure. Valentina a répondu qu'elle le voulait. Elle l'a dit sans hésiter, avec une fermeté qui a surpris Rodrigo et qui, après réflexion, lui a semblé tout à fait cohérente avec sa personnalité. Valentina Rios était le genre de personne qui ne laissait aucune facture impayée, qui rappelait les gens, qui, lorsqu'elle disait qu'elle allait faire quelque chose, le faisait. Ce n'était pas exactement du courage, c'était de la cohérence, c'était l'incapacité de fonctionner autrement. Les agents arrivèrent à l'hôpital vers 5 heures de l'après-midi. Ils étaient 2. Un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grisonnante et une jeune femme qui prenait des notes dans un carnet à couverture noire. Ils s'entretinrent d'abord avec le personnel médical, puis avec Valentina, dans une pièce séparée, sans Rodrigo. Il attendit dehors dans le même couloir, debout cette fois, les bras croisés et le dos contre le mur. À un moment donné, 2 hommes en uniforme d'ambulancier, escortés par 2 autres agents en uniforme, ont traversé le couloir. Rodrigo les a immédiatement reconnus. Le conducteur était plus petit que dans son souvenir, ou peut-être avait-il simplement l'air différent, maintenant qu'il marchait flanqué, le regard fixé sur le sol. Le technicien était celui qui lui avait parlé sur le terrain. Celui qui lui avait expliqué la procédure avec un calme professionnel que Rodrigo avait interprété comme de la compétence et qu'il reconnaissait maintenant comme quelque chose de complètement différent. Leurs regards ne se sont pas croisés. Ou plutôt, ils se sont croisés, et le technicien a immédiatement détourné les yeux. Et Rodrigo est resté à regarder le profil de cet homme jusqu'à ce qu'il tourne au coin du couloir et disparaisse. Plus tard, lorsque l'agent à la moustache grisonnante sortit de la salle et lui demanda son témoignage, Rodrigo raconta tout ce dont il se souvenait. L'heure exacte, l'endroit où il s'était séparé de Valentina, le temps qu'il lui avait fallu pour revenir au stand, comment elle était allongée sur le sol, les noms qu'on lui avait donnés, qui n'étaient là pas des noms mais des fonctions, le chauffeur, le technicien, le service médical du parc des expositions, le moment exact où les portes s'étaient fermées. L'agent écrivait sans lever les yeux. À la fin, il lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement des hommes avant qu'il n'aborde Valentina. Rodrigo réfléchit à cette question plus longtemps que nécessaire. « Non », répondit-il finalement. C'était le pire. Il n'avait rien remarqué. On le lui avait présenté comme une aide, comme un protocole, comme la bonne réponse à une situation d'urgence. Et il avait dit oui avec la même assurance que l'on répond oui lorsqu'on nous demande si l'on veut de l'eau. Car il n'y a aucun mécanisme chez les gens qui les pousse à se méfier d'une ambulance, car une ambulance est, par définition, le symbole le plus ancien et le plus universel de l'aide. C'est ce qu'ils avaient utilisé. Pas la force, pas la menace. La confiance. Ils l'avaient utilisé comme un outil dès le début. Lorsque Rodrigo revint dans la salle où se trouvait Valentina, elle était en train de parler avec la femme au carnet noir. Sa voix était calme, presque monocorde, la voix de quelqu'un qui répète des faits parce qu'il sait que ce sont les faits qui importent maintenant et non les émotions qui les entourent. Elle le regarda lorsqu'il entra et lui fit un petit signe de tête qui signifiait que tout allait bien, qu'il pouvait rester, qu'il n'était pas nécessaire qu'il sorte. Il s'assit sur la chaise à côté du lit et écouta. Et chaque détail que Valentina racontait était une version de cette même pensée qui ne le quittait pas. Il avait été à 12 minutes.
Il avait mis les clés dans le contact et était sorti du parking, convaincu qu'il arriverait presque en même temps que l'ambulance. 12 minutes. Au cours de ces 12 minutes, pendant qu'il cherchait sa voiture parmi les rangées du parking, attendait que la barrière de sortie s'ouvre et tournait au premier coin de rue. Le monde de Valentina avait changé d'une manière qu'aucun des deux n'avait demandé et qu'aucun des deux ne pouvait simplement laisser derrière lui. Dehors, dans un couloir de l'hôpital, les deux hommes en uniforme attendaient, menottes au poignet. Et la nuit ne faisait que commencer. Le sous-inspecteur Marcelo Fuentes était dans la police depuis 19 ans et avait appris, avec le temps et les affaires, que les enquêtes ont leur propre rythme qui ne coïncide pas toujours avec l'urgence des victimes. Cela ne le rendait pas insensible, cela le rendait méthodique. Et dans cette affaire, dès les premières heures, la méthodologie lui avait révélé quelque chose qui se présentait rarement avec autant de clarté. Les suspects ne s'étaient pas enfuis. Ils étaient là, à l'hôpital, en train de remplir un formulaire de transfert, comme si de rien n'était. Cela lui disait deux choses à la fois. Premièrement, qu'ils étaient convaincus que Valentina ne parlerait pas, ou que si elle parlait, elle ne serait pas crue, ou que son état la ferait douter de ses propres souvenirs. Deuxièmement, qu'ils n'étaient pas adeptes du crime, mais plutôt de l'impunité. Ils étaient habitués à ce que le silence clôture le cycle à leur place. Cette fois-ci, le cycle ne s'est pas clôturé. Les deux hommes ont été retenus à l'hôpital en attendant les renforts. Le conducteur s'appelait Enzo Parilla, 38 ans, originaire de San Rafael, et travaillait depuis 3 ans pour la société d'ambulance privée qui avait été engagée par les organisateurs de la foire. Le technicien en urgence médicale était Gustavo Reinaldo Moura, 42 ans, marié, domicilié dans le département de Guaymallén. Tous deux avaient leurs papiers en règle. Tous deux avaient passé avec succès les contrôles d'antécédents effectués par l'entreprise au moment de leur embauche. Cela a également fait comprendre quelque chose à Fuentes. Les contrôles n'étaient pas suffisants. Au cours des premières heures, pendant que Valentina était soignée et que Rodrigo attendait dans le couloir, le sous-inspecteur a lancé 2 procédures en parallèle. La première consistait à demander les images des caméras de surveillance du parc des expositions et des artères routières entre le parc central et l'hôpital. La seconde consistait à ordonner l'inspection technique de l'intérieur de l'ambulance avant que le véhicule ne soit déplacé du parking de l'hôpital où il avait été garé. L'ambulance a été mise sous scellé à 18h15. L'équipe médico-légale est arrivée 40 minutes plus tard. Ils ont travaillé à la lumière artificielle car la nuit était déjà tombée. L'intérieur du véhicule a été entièrement photographié avant que quoi que ce soit ne soit touché. Ils ont ensuite commencé le processus de collecte. Surface, civière, sangle, sol, parois latérales. C'était un travail silencieux et minutieux qui contrastait avec la violence de ce qu'ils documentaient. Fuentes est resté à l'extérieur pendant ce processus, appuyé sur le capot de sa propre voiture, buvant un café froid dans un gobelet en polystyrène que quelqu'un lui avait tendu sans qu'il le demande. Pendant qu'il attendait, il a regardé sur son téléphone la première série d'images qui lui avait été envoyée depuis le centre de surveillance urbaine. Les caméras du site montraient la séquence complète. Valentina s'effondrant près de son stand, le groupe de personnes qui s'était formé, l'arrivée du personnel médical de l'événement, l'ambulance entrant par le portail latéral, les 2 hommes descendant avec la civière. Tout était soigné. Tout était conforme au protocole visible. Puis l'ambulance sortait par le même portail latéral. Et c'est là que le problème commençait. Le trajet direct vers l'hôpital impliquait de prendre l'avenue principale vers l'est, 2 kilomètres en ligne presque droite, sans croisement compliqué, avec des feux de signalisation coordonnés qui, aux heures de pointe, prenaient en moyenne 16 minutes. Les caméras du système routier montraient que l'ambulance avait tourné vers l'ouest en sortant du site. Elle avait pris une rue secondaire qui ne menait pas à l'hôpital. Elle avait circulé pendant 8 minutes dans une zone industrielle au sud de la ville, avant de s'arrêter pendant 11 minutes dans une zone non couverte par les caméras publiques, entre 2 entrepôts logistiques aux accès fermés.
11 minutes. Le véhicule avait ensuite repris la route et était arrivé à l'hôpital par un itinéraire 3 fois plus long que la distance normale. Fuentes a regardé ces images 3 fois. Non pas parce qu'il ne les comprenait pas, mais parce qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre interprétation possible, pas de déviation due à des travaux sur la route, pas de coupure de circulation qui pourrait expliquer autrement le trajet. Il n'y en avait pas. Le détour était intentionnel. L'arrêt était intentionnel, et les 11 minutes passées dans la zone sans caméra correspondaient exactement à ce que Valentina avait déclaré. À 9 heures du soir, il convoqua les 2 détenus pour les interroger séparément. Enzo Parilla, le conducteur, parla peu. Il répondit par monosyllabe, demanda un avocat lors du 3e échange, et après cela, ne dit plus rien d'utile. Son langage corporel était celui de quelqu'un qui avait pris la décision de fermer toutes les portes et d'attendre. Fuentes connaissait bien ce profil. C'était celui de quelqu'un qui pensait que le silence était une défense suffisante. Gustavo Mora était différent. Mora a parlé. Il a trop parlé en fait, avec cette verbosité nerveuse de celui qui tente de construire une version tout en la racontant à haute voix. Il a dit qu'ils avaient emprunté un autre itinéraire parce qu'il y avait un barrage routier sur l'avenue principale, ce que les caméras avaient déjà réfuté. Il a déclaré que la patiente était restée inconsciente pendant tout le trajet, une version qui contredisait directement la déclaration de Valentina et qui était également incompatible avec la nature de son état clinique selon le rapport du docteur Solis. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas de quoi on l'accusait, avec une indignation qui semblait répétée, trop modulée pour être spontanée. Fuentes l'a laissé parler. Lorsque Mora a terminé sa version, le sous-inspecteur a posé sur la table une impression d'écran de la carte du trajet avec les horodatages du système routier marqués en rouge. Le regard de Mora a parcouru le papier de gauche à droite, de haut en bas, et quelque chose dans son visage a changé, d'une manière qui n'était pas exactement de la peur, mais plutôt la reconnaissance que le terrain qu'il croyait avoir sous les pieds n'était pas là. Fuentes ne dit rien. Il attendit. Mora demanda de l'eau. On lui apporta de l'eau. Il la but lentement. Puis il dit qu'il voulait parler à un avocat. Cette nuit-là, les 2 hommes furent officiellement inculpés et transférés au centre de détention provisoire. Les chefs d'accusation initiaux comprenaient l'abus sexuel avec pénétration, aggravé par la situation de vulnérabilité de la victime, la privation illégitime de liberté et le manquement au devoir d'un fonctionnaire au service de la santé, ce dernier chef d'accusation s'appliquant spécifiquement aux techniciens certifiés. Le juge de garde a autorisé la détention provisoire pour 30 jours. La société d'ambulance a publié un communiqué le soir même. Elle indiquait que l'entreprise était consternée, qu'elle coopérerait pleinement avec la justice et que les employés impliqués avaient été immédiatement licenciés. C'était le genre de communiqué rédigé en 20 minutes et qui dit tout ce qu'il faut pour ne rien dire de vrai. Fuentes l'a lu sur son téléphone en retournant au commissariat et l'a fermé avant la fin du 2e paragraphe. Le lendemain, l'enquête a été élargie. Le procureur chargé de l'affaire, Diego Montané, a demandé les registres d'embauche des 2 employés, l'historique des transferts effectués au cours des 18 derniers mois et les communications internes de l'entreprise au cours des semaines précédant l'événement. Il a également demandé les antécédents complets de Parilla et Mora dans d'autres provinces, car l'une des premières questions dans ce type d'affaires est toujours la même. Était-ce la première fois? Les résultats ont mis 4 jours à arriver. Enzo Parilla n'avait aucun antécédent enregistré dans aucune province. Il avait toutefois changé 3 fois d'employeur en 5 ans, tous dans le secteur des services de transport médical, sans référence détaillée pour aucun de ces changements. C'était le genre d'antécédent qui, rétrospectivement, semblait significatif, mais qui, au moment de l'embauche, n'avait de susciter aucune inquiétude. Gustavo Mora avait déjà fait l'objet d'une plainte. Elle avait été déposée 16 mois auparavant dans la province de San Juan par une femme qui avait allégué un comportement inapproprié pendant un transfert. La plainte avait été classée sans suite, faute de preuves.
La femme avait renoncé à la procédure après la première déclaration. Mora avait changé d'employeur 3 mois après cet épisode et était arrivé à Mendoza avec un CV sans remarque. Lorsque Rodrigo a appris cette information, il était assis dans le salon de sa maison avec une tasse de café qu'il n'avait pas touchée depuis une demi-heure. Valentina dormait dans la chambre, ou essayait de dormir, ce qui n'était pas la même chose. Fuentes le lui a dit au téléphone, sans détour mais avec précaution, de la manière dont on communique ce genre de choses lorsque l'interlocuteur en a déjà trop entendu en très peu de temps. Rodrigo a demandé si cela signifiait qu'il y avait eu d'autres victimes. Fuentes a répondu que c'était une piste d'enquête active, qu'il travaillait pour le savoir. Rodrigo a raccroché le téléphone et est resté à regarder le mur en face de lui, où était accrochée une photo encadrée de son mariage, prise dans le jardin de la maison des parents de Valentina, tous deux riant pour une raison dont ils ne se souvenaient plus, le soleil de cet après-midi de mars tombant exactement comme il fallait. Il pensa à la femme de San Juan qui avait porté plainte, puis s'était rétractée. Il pensa à ce que cela devait coûter de renoncer. Et il pensa à Valentina, qui n'avait pas renoncé, qui avait attendu avec ses mots en elle jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un prêt à les entendre et qui dormait maintenant ou essayait de dormir dans la chambre du fond tandis que le système judiciaire commençait, lentement, à se mettre en mouvement. La question qui hantait Rodrigo cette nuit-là ne concernait pas les coupables. Les coupables avaient été identifiés, ils étaient en détention, il y avait des preuves. La question était plus ancienne et plus dérangeante que cela. Combien de fois cela s'était-il déjà produit dans d'autres ambulances, dans d'autres villes, avec d'autres femmes qui n'avaient pas pu parler, ou qui avaient parlé et n'avaient pas été entendues? Aucun dossier ne contenait de réponse à cette question. Mais la question était désormais lancée dans le monde, et elle n'allait pas se taire d'elle-même. Chapitre 5. Le système qui échoue avant le crime. La première audience fut fixée 3 semaines après les faits. Rodrigo et Valentina arrivèrent ensemble au palais de justice un mardi matin, sous un ciel couvert et dans l'air lourd et humide qui, à Mendoza, précède les orages d'été. Valentina portait une chemise bleue que Rodrigo n'avait jamais vue auparavant et dont il apprit plus tard qu'elle l'avait achetée spécialement pour cette occasion, car elle voulait se présenter d'une certaine manière avec une image qui en disait long avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il ne lui posa pas la question. Il comprit tout seul. Le procureur Diego Montané les a reçus dans son bureau une demi-heure avant l'audience. C'était un homme mince, qui parlait lentement et avait l'habitude de joindre le bout de ses doigts lorsqu'il expliquait quelque chose de complexe. Il leur a dit que l'audience de ce jour-là était préliminaire, qu'il n'y aurait pas encore de déclaration de la victime, que l'objectif était d'établir l'accusation formelle et de discuter de la poursuite de la détention provisoire. Il leur a également dit que la défense avait présenté un mémoire demandant la libération de Mora, au motif qu'il ne représentait pas un risque de fuite, compte tenu de son domicile fixe et de ses obligations familiales. Valentina a écouté cela sans changer d'expression. Elle a demandé s'il était possible qu'il soit libéré. Montané a répondu que le juge avait le dernier mot, mais que les preuves étaient en solide et qu'il s'y opposerait avec tous les éléments à sa disposition. Il a dit « preuve solide » avec la conviction de quelqu'un qui y croyait, et Rodrigo a décidé de le croire aussi, car il n'avait pas d'autre choix que de le croire. L'audience a duré 50 minutes. Valentina et Rodrigo se sont assis dans la salle d'attente pendant ce temps sans trop parler. D'autres personnes attendaient sur les mêmes chaises en plastique couleur crème, avec leur propre dossier et leur propre silence. Personne ne regardait personne. C'était le genre d'endroit où les gens apprennent vite à regarder leurs chaussures. Lorsque Montané est sorti et leur a fait un signe de tête affirmatif, Valentina a fermé les yeux une seconde. Juste une seconde. Puis elle les a ouverts et a hoché la tête comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. La détention provisoire a été maintenue pour les 2 accusés. Mais c'est la seule chose qui s'est bien passée ce jour-là. Car dans le couloir du tribunal, alors qu'ils attendaient l'ascenseur pour descendre, Rodrigo a entendu par hasard
Une conversation entre deux personnes qu'il a reconnues comme étant des employés administratifs du bâtiment. Ils parlaient à voix basse, avec cette confiance insouciante de ceux qui pensent que personne d'important n'est à proximité. L'un disait à l'autre que l'avocat de Mora était Lisandro Pereira, connu dans les couloirs judiciaires comme quelqu'un ayant de très bonnes relations dans certains tribunaux, avec une expérience spécifique dans le report des procès, jusqu'à ce que les témoins se lassent ou que les preuves perdent leur urgence médiatique. Rodrigo n'a rien dit à ce moment-là. Il a attendu d'être dehors, sur le trottoir, avec le bruit de la rue entre eux et le bâtiment, pour en parler à Valentina. Elle n'a pas été surprise. C'est ce qui l'a le plus affecté à ce moment-là. Pas la colère, qui était aussi présente, mais l'absence de surprise sur le visage de sa femme. Comme si elle avait déjà envisagé cette possibilité. Comme si, à un moment donné au cours des dernières semaines, elle avait compris que ce qui lui était arrivé ne s'était pas terminé dans l'ambulance, mais se poursuivait, sous d'autres formes et à d'autres rythmes, dans des salles comme celle-ci. Les semaines suivantes ont été une initiation forcée au mécanisme du système judiciaire argentin. Montané était compétent et engagé dans l'affaire, Rodrigo n'en doutait pas. Mais le procureur opérait au sein d'une structure qui avait ses propres délais, ses propres règles, ses propres frictions. Les expertises médico-légales devaient être validées par le laboratoire central, qui avait un délai moyen de 5 semaines. La déclaration officielle de Valentina, en tant que partie civile, devait être coordonnée avec l'aide d'une psychologue de l'équipe chargée des questions de genre du ministère public, dont l'agenda avait un mois d'attente. La société d'ambulance avait présenté son propre représentant légal et contestait la responsabilité institutionnelle, arguant que les actes de ses employés constituaient des comportements individuels étrangers au protocole de l'entreprise. Ce dernier point a particulièrement irrité Rodrigo, car le protocole de l'entreprise était précisément le problème. Aucun de ces véhicules n'était équipé de caméras internes. Il n'y avait pas de système de suivi GPS actif avec surveillance en temps réel. Il n'y avait pas de deuxième membre du personnel médical de sexe féminin disponible pour les transferts de femmes seules. Il n'y avait aucun mécanisme de vérification de l'itinéraire pendant le trajet. Tout cela n'était ni un accident ni une omission mineure. C'était un ensemble d'absences qui créait les conditions propices à ce qu'une telle chose soit possible. Rodrigo a commencé à documenter tout cela dans un dossier de notes sur son téléphone. Il ne savait pas encore à quoi cela allait lui servir. Il le faisait parce qu'il avait besoin de faire quelque chose, et systématiser les informations était la seule forme d'action dont il disposait pendant que la procédure judiciaire avançait à son propre rythme, indifférente. Valentina, quant à elle, traversait ces semaines d'une manière que Rodrigo observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude constante. Elle avait repris certaines activités. Elle répondait à des messages. Elle avait recommencé à faire quelques livraisons pour son entreprise de traiteur, un travail qu'elle pouvait faire depuis chez elle et qui lui donnait la structure horaire que le médecin qui la suivait lui avait recommandé de maintenir. Mais il y avait des moments, généralement à la fin de la journée, où quelque chose en elle s'éteignait de manière silencieuse et totale, comme lorsque le courant est coupé dans un immeuble et que l'on se rend compte à quel point on en dépendait seulement au moment où il disparaît. Ils n'en parlaient pas directement. Ils en parlaient de manière détournée. C'était une conversation permanente qui n'était jamais nommée. Un mois après les faits, l'affaire a été rendue publique pour la première fois. Une journaliste d'un média numérique régional avait eu accès aux informations du dossier grâce à une source au sein du tribunal et avait publié un article présentant les éléments centraux de l'affaire. Elle ne mentionnait pas le nom de Valentina, respectant cette limite, mais décrivait avec précision le mécanisme du crime, le détournement de route, la plainte déposée à San Juan, l'embauche de Mora sans aucun filtre efficace. L'article s'est rapidement diffusé. Sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate et bruyante. Il y avait une indignation sincère,
mais aussi un autre type de bruit. Des commentaires qui remettaient en question la version de la victime, des profils anonymes qui signalaient de prétendues incohérences dans la chronologie. Quelqu'un qui avait trouvé une photo de Valentina sur un réseau social et l'avait publiée avec un commentaire que Rodrigo n'a pas fini de lire, car il a fermé l'écran avant d'arriver à la fin. Il a appelé Montané le soir même. Le procureur lui a dit que la couverture médiatique était une arme à double tranchant. D'un côté, elle pouvait générer une pression institutionnelle pour accélérer le processus. De l'autre, la défense pouvait l'utiliser pour invoquer une contamination de l'environnement judiciaire et demander des mesures qui retarderaient les délais. Il lui a recommandé, à lui et à Valentina, de rester à l'écart des réseaux sociaux pendant les semaines à venir et de faire passer toute communication publique par l'équipe juridique. Rodrigo raccrocha et regarda l'écran éteint de son téléphone. Puis il rechercha à nouveau l'article et le lut en entier, y compris les commentaires, y compris celui qu'il avait fermé auparavant. Il avait besoin de savoir exactement à quoi il faisait des faces. Il ne pouvait pas protéger Valentina d'une chose qu'il ne connaissait pas dans son intégralité. Ce qu'il a trouvé à la fin de cette lecture n'était pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus froid et de plus durable. Une nouvelle compréhension des raisons pour lesquelles tant de femmes abandonnaient. Non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce que le système, conçu pour les accompagner dans leurs plaintes, était le même système qui les exposait ensuite, les remettait en question, les faisait attendre des mois entre une étape et la suivante, les plaçait dans des salles en plastique couleur crème devant des personnes qui les regardaient comme des dossiers. La femme de San Juan qui avait classé sa plainte 16 mois auparavant n'avait pas échoué. Le système avait échoué avant elle. Et Valentina le savait. C'est pourquoi elle n'avait pas été surprise dans le couloir du tribunal. C'est pourquoi elle avait acheté une chemise bleue spécialement pour se présenter d'une certaine manière. Parce qu'elle avait compris, dès le début, qu'elle allait devoir convaincre des personnes qui auraient dû la croire, sans avoir besoin d'être convaincue. La deuxième audience fut fixée 6 semaines plus tard. Rodrigo nota la date sur le calendrier de la cuisine, celui-là même où Valentina notait les commandes du traiteur et les anniversaires de ses neveux. Il l'écrivit de la même écriture que celle qu'il utilisait pour noter tout ce qui était important et ne devait pas être oublié. Dehors, il se mit enfin à pleuvoir, avec cette force soudaine des orages de Mendoza qui déverse tout d'un coup et, en 20 minutes, nettoie l'air de ce qui l'avait alourdi toute la journée. Valentina se pencha à la fenêtre de la cuisine et regarda la pluie pendant un long moment. Puis elle se retourna, ouvrit le réfrigérateur et lui demanda s'il voulait dîner. Chapitre 6. Ce qui reste après. Le procès oral commença 7 mois après ce matin-là au marché. Mendoza avait changé de saison 2 fois depuis lors. L'été qui avait été témoin de tout était devenu automne, puis un hiver sec et froid. Et c'était maintenant un printemps encore incertain, avec des journées chaudes qui s'interrompaient sans prévenir, et des matins qui demandaient encore des vêtements chauds. Valentina témoigna lors du 3e jour du procès. Elle entra dans la salle avec la même détermination silencieuse que Rodrigo avait appris à reconnaître chez elle au cours de ces derniers mois, cette démarche qui n'était pas de la rigidité, mais de la concentration. Comme quelqu'un qui a décidé exactement combien d'énergie il va dépenser à chaque pas et qui n'est pas disposé à en gaspiller un gramme. Elle s'assit face au tribunal, posa ses mains sur la table et parla pendant 40 minutes sans que sa voix ne se brise une seule fois. Rodrigo l'écouta depuis la salle d'attente, car la règle ne permettait pas aux témoins secondaires d'être présents pendant la déposition de la victime. Il l'écouta à travers la porte entr'ouverte, comme on écoute les choses importantes qui se passent dans la pièce voisine, avec une clarté partielle qui, d'une certaine manière, était plus difficile à supporter que la clarté totale. Quand elle sortit, ils se regardèrent dans le couloir et ne dirent rien. Il posa une main sur son épaule. Elle appuya sa tête contre cette main pendant une seconde, à peine, puis se redressa. Au cours des jours suivants,
La défense de Mora a tenté de construire un récit alternatif basé sur 3 axes. L'état clinique de Valentina, comme argument pour remettre en question la fiabilité de sa mémoire, l'absence de témoins directs à l'intérieur du véhicule et une prétendue incohérence mineure dans la chronologie déclarée. L'avocat Pereira était, comme prévu, précis et méthodique. Il savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans franchir les limites que le juge ne tolérerait pas. Mais les preuves ne lui laissaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Les images du système routier étaient incontestables. Le rapport médico-légal était détaillé et cohérent avec la déclaration de Valentina sur chaque point pertinent. Et la plainte déposée à San Juan, que Montané a présentée comme preuve d'un comportement systématique, a porté un coup à la stratégie de la défense que Pereira lui-même n'a pas réussi à neutraliser complètement, même s'il a répété à plusieurs reprises qu'une affaire classée ne pouvait pas être utilisée comme preuve d'un comportement. Le juge l'a écouté et l'a rejeté. Enzo Parilla a été condamné à 12 ans de prison ferme pour abus sexuels avec pénétration aggravée et privation illégitime de liberté. Gustavo Mora a été condamné à 14 ans, avec la circonstance aggravante de trahison de la fonction sanitaire et des antécédents de comportement documentés. Le verdict a été lu un mercredi après-midi, le soleil entrant obliquement par les hautes fenêtres de la salle. Rodrigo a entendu les chiffres et s'est dit qu'il ne savait pas exactement quoi ressentir. Il s'attendait à ressentir quelque chose de concret et de reconnaissable, un soulagement ou une satisfaction, ou encore la conclusion claire que l'on imagine après que la justice a fait son travail. Mais ce qu'il a ressenti était plutôt une profonde fatigue, celle de quelqu'un qui a porté un poids lourd pendant longtemps et qui, en le lâchant, découvre que ses muscles se souviennent encore de ce poids. Valentina, à ses côtés, expira lentement. C'était tout, un seul long souffle contrôlé. Puis elle hocha la tête, une fois, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà, mais qu'elle avait besoin d'entendre quand même. À l'extérieur du tribunal, la journaliste qui avait publié l'article original les attendait avec une question discrète, sans enregistreur visible, sans micro. Valentina l'a regardée un instant, puis a répondu que oui, elle avait quelque chose à dire. Elle a déclaré que le problème ne venait pas seulement de ces 2 hommes, que ces 2 hommes avaient pu faire ce qu'ils avaient fait parce que personne n'avait conçu le système pour les en empêcher. Qu'une ambulance sans caméra interne, sans GPS actif, sans protocole de vérification d'itinéraire, était une boîte noire en mouvement. Tant que cela ne changerait pas, la condamnation de 2 personnes serait une justice pour un cas concret, mais ne serait pas une solution au problème réel. La journaliste a pris des notes à la main, dans un petit carnet. Valentina a parlé pendant 5 minutes, puis a déclaré que c'était tout, qu'ils devaient partir. Ils ont marché ensemble vers la voiture. Les feuilles sèches des bananiers du trottoir craquaient sous leurs chaussures. Rodrigo a ouvert la portière côté passager et a attendu qu'elle monte. Le même geste que d'habitude, celui qu'il avait répété 1000 fois sans y penser. Quand il a démarré le moteur, Valentina a appuyé sa tête contre la vitre et a regardé la ville défiler. L'entreprise de traiteur avait survécu à ces mois difficiles, mais elle avait survécu. Il y avait des commandes pour la semaine suivante. Une réunion avec un nouveau client était prévue pour jeudi. La vie avait cette insistance particulière à continuer d'offrir ces petites structures, même quand on n'est pas sûr de vouloir les recevoir. Rodrigo conduisait en silence. À un moment donné, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait prévu, elle posa sa main sur la sienne, posée sur le levier de vitesse. Elle ne dit rien. Lui non plus. Mais il pensa à la photo de mariage qui était toujours accrochée au mur du salon. Au soleil de ce mois de mars, qui tombait exactement comme il fallait. Au fait que le monde qui existait avant ce jour-là à la foire ne reviendrait pas exactement comme il était, parce qu'il ne revient jamais, parce que ce n'est pas ainsi que fonctionnent les blessures, la guérison et le temps. Il pensa aussi à la femme de San Juan. S'il avait vu la nouvelle de la condamnation, si cela lui avait apporté quelque chose, même si c'était peu, même si c'était tard.
Elle espérait que oui. Non pas parce que cela changeait ce qui lui était arrivé, mais parce que parfois, la seule chose que le système peut offrir, après avoir failli à quelqu'un, c'est la preuve tardive que cette fois-ci, il n'a pas failli. Que cette fois-ci, quelqu'un a parlé et a été entendu. Que cette fois-ci, les portes de l'ambulance se sont ouvertes et qu'il y avait de l'autre côté quelqu'un prêt à croire. Valentina avait voulu monter une entreprise depuis sa table à manger. Elle avait voulu se rendre à un salon un samedi d'octobre et rentrer chez elle avec de nouveaux clients et des plateaux vides. Au lieu de cela, elle a dû apprendre à quel point la confiance est fragile et combien elle coûte cher quand quelqu'un l'utilise comme une arme. Mais elle a aussi appris, ou peut-être confirmé ce qu'elle savait déjà, que la voix ne se perd pas, même si le corps tremble. Que les mots gardés pour le moment précis arrivent à destination si on ne les lâche pas avant l'heure. Ce n'était pas rien. En réalité, c'était tout.